Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Nathaniel Carter fixa son reflet dans les portes polies de l'ascenseur, rajustant sa cravate gris anthracite pour la 10e fois. À 42 ans, son visage montrait les signes subtils d'une décennie passée dans un isolement volontaire, de légères rides autour des yeux et un pli permanent sur le front qui témoignait d'innombrables nuits passées seul dans son appartement de Boston, noyé dans les feuilles de calcul et les occasions manquées. « Tu as besoin de ça » se murmura-t-il, faisant écho aux mots que son meilleur ami Daniel avait utilisés pour le convaincre d'accepter ce rendez-vous à l'aveugle le soir du Nouvel An. Le prestigieux restaurant de Beacon Hill, le velours, n'était pas son genre d'endroit, mais Daniel avait insisté sur le fait qu'il était parfait pour un nouveau départ. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler l'intérieur élégant du restaurant, où des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables drapées de lin ivoire. À travers les baies vitrées, l'horizon de Boston scintillait en prévision de minuit. Nathaniel regarda sa montre. 22h45, en avance comme d'habitude. Le maître d'hôtel le conduisit à une table de coin avec une vue spectaculaire sur la Charles River. « Votre invité n'est pas encore arrivé, monsieur, dit-il en tirant une chaise. Voulez-vous commander un verre en attendant ?» Nathaniel commanda un bourbon pur, espérant qu'il calmerait ses nerfs. Pendant qu'il attendait, son esprit vagabonda vers la brève description que Daniel lui avait donnée de son rendez-vous. Eleanor est, 39 ans, une avocate d'entreprise qui venait de devenir associée dans son cabinet. Elle est brillante, Nathaniel, avait dit Daniel avec un sourire entendu, et exactement ce dont tu as besoin pour bouleverser ton monde. Le bourbon arriva, et Nathaniel en prit une gorgée prudente, laissant le liquide chaud apaiser ses pensées. Il s'était presque convaincu de partir. À quoi pensait-il? Commencer quelque chose de nouveau à son âge. Quand un mouvement à l'entrée du restaurant attira son regard, elle entra comme une bouffée d'air frais dans une pièce qui sembla soudain trop petite. Eleanor portait une robe vert émeraude foncé qui complétait parfaitement sa peau foncée, ses cheveux naturels coiffés en torsades élégantes qui encadraient son visage. Mais c'était son sourire, lumineux et authentique, alors qu'elle parlait au maître d'hôtel qui fit rater un battement au cœur de Nathaniel. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre. Le sourire d'Eleanor s'élargit légèrement, la reconnaissance scintillant dans ses yeux. Daniel devait lui avoir montré sa photo. Alors qu'elle s'approchait de la table, Nathaniel se leva, manquant de renverser son bourbon dans sa hâte. « Vous devez être Nathaniel, dit-elle, sa voix chaude et riche avec un soupçon d'amusement à sa maladresse. « C'est un plaisir, je suis Eleanor, réussit à articuler Nathaniel en tirant sa chaise. Alors qu'elle s'asseyait, il sentit son parfum, quelque chose de subtil et de sophistiqué qui lui rappelait la lavande par une soirée d'été. « Daniel m'a dit que vous seriez ponctuel, dit Eleanor en s'installant. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre longtemps. Pas du tout, répondit Nathaniel en retrouvant sa voix. Je viens juste d'arriver moi-même. C'était un petit mensonge, mais un qui lui semblait bienveillant à ce moment-là. Leur conversation commença timidement, comme la plupart des premières rencontres entre étrangers. Mais alors qu'ils commandaient leur plat, elle choisit le confit de canard, lui le bœuf bourguignon, quelque chose changea. Eleanor avait une façon de parler qui rendait chaque mot important, chaque histoire digne d'être racontée. Alors, Nathaniel, dit-elle en sirotant son vin, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter un rendez-vous à l'aveugle le soir du Nouvel An? C'est soit très courageux, soit légèrement désespéré. Ses yeux pétillaient d'un doute taquin. Nathaniel gloussa, se surprenant de l'authenticité de ce rire. Peut-être un peu des deux. Daniel peut être très persistant quand il veut l'être. Ça, c'est vrai, acquiesça Eleanor. Lui et moi sommes allés à la fac de droit ensemble. Il essaie de me trouver le parfait. Le mec parfait depuis des mois maintenant. Elle haussa un sourcil. Apparemment, c'est vous. Il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait du scepticisme, mais une considération attentive qui incita Nathaniel à se pencher en avant. Et quel est votre verdict jusqu'à présent? Eleanor l'étudia un instant, son expression pensive. Le jury est toujours en délibération, dit-elle finalement. Mais son sourire adoucit les mots. Mais j'apprécie un homme qui peut rire de lui-même. Alors que leur plat arrivait, leur conversation s'approfondit. Nathaniel se surprit à partager des histoires auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années, sur son enfance dans la banlieue du Massachusetts, sur ses rêves de devenir romancier avant que le sens pratique ne le mène au conseil financier,
sur la vie tranquille qu'il avait construite et qui se sentait pourtant plus vide chaque année. Éléanore écoutait attentivement, offrant des éclairages qui montraient qu'elle comprenait plus que ces simples mots. Quand elle parla de son propre parcours, des défis qu'elle avait rencontrés en tant que femme noire dans le droit des entreprises, de la détermination qui l'avait poussée à réussir, de la famille qui l'avait soutenue à chaque étape, Nathaniel se retrouva attiré non seulement par ces mots, mais par la force qui se cachait derrière eux. Ce n'était pas facile, dit-elle, décrivant sa première année en tant qu'associée. Beaucoup de gens supposaient que j'étais la parajuriste ou l'assistante, mais chaque supposition qu'ils faisaient devenait un carburant pour leur prouver qu'ils avaient tort. Nathaniel hocha la tête, ressentant un mélange d'admiration et de malaise. Je ne peux pas imaginer, dit-il doucement, puis s'inquiéta immédiatement que ce soit la mauvaise chose à dire, mais l'expression d'Éléanore resta ouverte. Non, vous ne pouvez probablement pas, acquiesça-t-elle, mais vous écoutez vraiment. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Dehors, des feux d'artifice prématurés commencèrent à tracer des lignes dans le ciel, leurs couleurs se reflétant dans les fenêtres. Nathaniel réalisa avec un sursaut qu'il parlait depuis près de 2 heures. Le restaurant s'était rempli autour d'eux, l'énergie montant à l'approche de minuit. « Devrions-nous commander un dessert » demanda-t-il, pas prêt à ce que la soirée se termine. Éléanore jeta un coup d'œil à sa montre, puis le regarda avec un sourire qui fit s'accélérer son pouls. « Je pense que oui. Après tout, nous avons encore beaucoup de temps avant minuit, et je veux en savoir plus sur ce roman que vous n'avez jamais écrit. » Alors que leurs serveurs débarrassaient leurs assiettes, Nathaniel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le frisson de la possibilité, le sentiment que peut-être, juste peut-être, la vie réservait encore des surprises qui valaient la peine d'être découvertes. Et alors qu'Éléanore se lançait dans une histoire sur sa première affaire en tant qu'avocate, ses mains animées et ses yeux brillants, il se surprit à espérer que cette surprise pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire. Le soufflé au chocolat arriva à leur table juste au moment où une autre explosion de feux d'artifice illuminait l'horizon de Boston. Les yeux d'Éléanore étincelaient dans la lumière réfléchie, et Nathaniel se retrouva hypnotisé par la façon dont la lueur dorée jouait sur ses traits. Ils avaient parlé pendant des heures, et pourtant le temps semblait s'écouler comme du miel, doux et sans hâte. Alors, dit Éléanore, en prenant une bouchée délicate du soufflé, vous n'avez jamais répondu à ma question sur le roman. De quoi s'agissait-il? Nathaniel se déplaça sur sa chaise, se sentant de manière inattendue vulnérable. Il s'agissait en fait de seconde chance. Un homme qui découvre que tous les moments qu'il pensait avoir gâchés dans sa vie le menaient en fait vers quelque chose d'important. Il fit une pause, soudain gêné. Ça sonne cliché quand je le dis à voix haute. Non, répondit pensivement Éléanore en posant sa cuillère. Ça sonne honnête. Parfois, les histoires les plus universelles sont celles que nous avons peur de raconter. Elle pencha la tête, l'étudiant. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie. Ou plutôt, la peur déguisée en sans pratique. Nathaniel prit une gorgée d'eau, rassemblant ses pensées. J'avais 28 ans, je travaillais à mon premier emploi de consultant. Le roman était à moitié terminé quand on m'a offert une promotion. Le choix semblait clair à l'époque, la stabilité plutôt que l'incertitude. Et maintenant? Maintenant, je me demande si j'ai mal choisi. Nathaniel se surprit par sa franchise. Quelque chose chez Éléanore lui donnait envie d'être honnête, même sur les parties de lui-même qu'il gardait habituellement cachées. Éléanore hocha la tête, la compréhension scintillant dans ses yeux. J'ai failli quitter la fac de droit après ma première année, révéla-t-elle. La pression était intense, et il y avait des jours où je me sentais comme une étrangère dans chaque pièce où j'entrais. Mais ma grand-mère. Elle a changé ma perspective. Comment ça? Elle m'a parlé de sa mère, mon arrière-grand-mère, qui nettoyait des maisons dans la Virginie ségrégée pour que ses enfants puissent aller à l'école. Elle m'a dit, ma petite, quand tu as envie d'abandonner, souviens-toi que tu te tiens sur des épaules qui n'ont jamais craqué au point. La voix d'Éléanore portait une fierté tranquille. Ces mots m'ont aidé à traverser beaucoup de jours difficiles. Nathaniel absorba cela, ressentant le poids de l'histoire et de la persévérance dans ses mots. Votre grand-mère a l'air remarquable. Elle l'est. Elle vit toujours en Virginie, dans la même maison où elle a élevé mon père et ses sœurs, d'ailleurs. Éléanore fit une pause, un petit rire s'échappant. Elle adorerait ce restaurant. Elle disait toujours que la bonne nourriture mène à des conversations honnêtes. Comme sur commande, leur serveur apparut pour débarrasser les assiettes du dessert. Minuit et dans 30 minutes, les informa Théil.
Nous servirons du champagne sur la terrasse pour le compte à rebours, si vous souhaitez vous joindre à la célébration. Ils échangèrent des regards, et Nathaniel sentit un frisson d'anticipation. On y va, demanda-t-il, se levant et lui tendant la main. La terrasse se remplissait déjà d'autres invités, l'air de décembre étant frais mais pas insupportable. Des chauffages créaient des poches de confort, et des guirlandes de lumière blanche scintillaient au-dessus de leurs têtes. Nathaniel les mena à un coin tranquille, avec une vue à la fois sur la rivière et sur l'horizon de la ville. « J'ai une confession à faire, dit Éléanore, alors qu'il s'installait. J'ai failli annuler ce soir. » Le cœur de Nathaniel fit un bond. « Pourquoi n'avez-vous pas annulé ? » »« Parce que j'ai vu quelque chose dans les yeux de Daniel quand il parlait de vous. Pas seulement l'enthousiasme habituel d'un entremetteur, mais une vraie conviction que nous pourrions nous comprendre. » Elle se tourna pour lui faire face. « Il a mentionné que vous aviez perdu quelqu'un aussi. » Les mots frappèrent Nathaniel comme une force physique. Il ne s'attendait pas à cette conversation. Pas ce soir. Mais en regardant l'expression ouverte et empathique d'Éléanore, il se surprit à vouloir partager. « Ma sœur, dit-il doucement. Amélia. Il y a 10 ans. Accident de voiture. » Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une décennie de deuil. La main d'Éléanore trouva la sienne sur la balustrade de la terrasse, chaude et stable. « Mon mari, dit-elle doucement. Julien. Il y a 8 ans. Maladie cardiaque que personne ne connaissait. Il n'avait que 34 ans. » Les révélations s'installèrent entre eux comme un pont reliant leurs îles de deuil séparées. Nathaniel serra doucement sa main, comprenant maintenant pourquoi cette soirée était différente de toute autre première rencontre qu'il avait eue. « C'est pour ça que vous vous êtes retiré ?» demanda Éléanore, sa question douce mais directe. « Oui, même si je n'ai pas réalisé que c'était ce que je faisais au début. C'était juste plus facile de me concentrer sur le travail, de garder tout le monde à distance. » Nathaniel regarda un bateau glisser sur l'eau sombre en contrebas. « Et vous ? » ?»« J'ai fait l'inverse. Je me suis jeté dans tout, le travail, la famille, les amis. Je me suis tenu tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de ressentir le vide. » La voix d'Éléanore ne portait aucune amertume, seulement de la réflexion. « Il m'a fallu des années pour réaliser que courir vers l'avant, c'est quand même courir. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de coupes de champagne, distribuées par des serveurs qui se faufilaient à travers la foule. La terrasse était maintenant complètement remplie, l'air bourdonnant d'anticipation à l'approche de minuit. « Vous savez ce que Julien disait ?» continua Éléanore en acceptant sa coupe. « Il disait que les plus grands moments de la vie viennent toujours déguisés en jours ordinaires. On ne sait jamais quand un mardi aléatoire pourrait tout changer. » Nathaniel sentit la vérité de ces mots résonner avec son propre roman inachevé. « Ou un rendez-vous à l'aveugle du Nouvel An, ajouta-t-il doucement. Le sourire d'Éléanore en réponse était radieux. « Où ça ?» Autour d'eux, les gens commencèrent à compter 60 secondes jusqu'à minuit. Nathaniel se tourna pour faire face à Éléanore, frappé par le confort qu'il ressentait en sa présence. Comme il semblait naturel de partager ces parties profondes de lui-même. « Éléanore, commença-t-il, son cœur battant légèrement. Je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais... » Je le sens aussi, l'interrompit-elle, ses yeux rencontrant les siens avec une franchise surprenante. Cette connexion, elle est différente. La foule atteignit les 30 secondes. La ville semblait retenir son souffle. Peut-être, dit Nathaniel en choisissant ses mots avec soin, que certaines histoires n'ont pas besoin de rester inachevées. 20 secondes. Éléanore se rapprocha, sa main libre venant se poser légèrement sur son bras. Peut-être que certains commencements valent le risque. 10 secondes. L'air crépitait de possibilités. 5, 4, 3, 2, 1. Alors que la foule éclatait en acclamations et que le ciel explosait de feux d'artifice, Nathaniel et Éléanore se tournèrent l'un vers l'autre. Il n'y avait pas de gêne, pas d'incertitude. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui se sentait à la fois comme un retour à la maison et le début d'une aventure. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Éléanore brillaient. « Bonne année, Nathaniel, murmura-t-elle. « Bonne année, répondit-il, sa main retrouvant la sienne. Au-dessus d'eux, les feux d'artifice peignaient le ciel de couleurs brillantes, mais Nathaniel ne pouvait détacher ses yeux de la femme devant lui. Sur son visage, il voyait des possibilités qu'il pensait enterrées depuis longtemps, des chances de joie, de connexion, d'écrire de nouvelles histoires. Alors que la fête continuait autour d'eux, ils restèrent dans leur coin tranquille, parlant, riant,
partageant plus d'histoires. Aucun des deux ne voulait que la nuit se termine, tous deux sentant que ce n'était pas seulement un rendez-vous à l'aveugle réussi ou un agréable réveillon du Nouvel An. C'était le début de quelque chose de profond, une histoire qui attendait exactement le bon moment pour commencer. Le premier matin du Nouvel An se leva, plus clair et plus frais sur Boston. Nathaniel était assis à son comptoir de cuisine, son café intact, fixant la carte de visite qu'Eleanor avait glissée dans sa main avant qu'ils ne se séparent. Son numéro de portable était écrit au dos en une écriture élégante, avec une petite note, pour quand vous serez prêt à continuer notre histoire. Son téléphone vibra. Daniel, appelant pour la 3e fois depuis l'aube. Nathaniel répondit finalement, incapable de retenir un sourire dans sa voix. Tu es debout tôt pour quelqu'un qui a organisé une fête du Nouvel An. Et tu évites mes appels pour quelqu'un qui me doit le plus grand merci de sa vie, rétorqua Daniel. Allez, mec, comment ça s'est passé? Nathaniel se pencha en arrière, les souvenirs de la nuit précédente l'envahissant. C'était inattendu. Inattendu bon ou inattendu désastre? Bon. Vraiment bon. Nathaniel fit une pause, luttant pour trouver des mots qui ne sonneraient pas banals. Elle est remarquable, Daniel. Pas de mais. Je reconnais ce ton dans ta voix. Tu es déjà en train de trop réfléchir. Nathaniel se leva, arpentant les planchers de bois dur de son appartement. Je lui ai parlé d'Amélia. Silence à l'autre bout, puis doucement. Tu n'as parlé d'Amélia avec personne de nouveau depuis des années. Je sais. Et elle m'a parlé de son mari, Julian. Nous nous sommes connectés là-dessus, mais maintenant je me demande si c'est sain, de commencer quelque chose de nouveau sur les fondations d'un vieux deuil. La voix de Daniel devint sérieuse. Quand j'ai suggéré ce rendez-vous, ce n'était pas au hasard. Eleanor comprend la perte, d'une manière que peu de gens comprennent, mais surtout, elle sait comment vivre au-delà de ça, quelque chose que tu es encore en train d'apprendre. Avant que Nathaniel ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Son cœur sauta quand il vit le nom d'Eleanor. Elle vient de m'envoyer un texto, dit-il à Daniel. Alors raccroche et réponds-lui, idiot. Et Nathaniel, ne gâche pas ça en te cachant derrière tes peurs. L'appel se termina, et Nathaniel ouvrit le message d'Eleanor. Je n'arrête pas de penser à notre conversation. Déjeuner aujourd'hui? Je connais un super endroit éthiopien à Cambridge. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Une partie de lui voulait trouver une excuse, se retirer dans la sécurité de sa routine, mais les mots d'Eleanor de la nuit dernière résonnaient dans son esprit. Courir vers l'avant, c'est quand même courir. Il répondit en écrivant « J'adorerais. Envoie-moi l'adresse. » 3 heures plus tard, Nathaniel poussa la porte du restaurant à 10 Red Sea. Le riche arôme des épices l'enveloppa alors qu'il repérait Eleanor à une table de coin. Elle avait troqué sa tenue de soirée contre un jean foncé et un pull blanc qui complétait parfaitement son teint. Son sourire quand elle le vit rendit ses hésitations du matin stupides. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, » admit-elle alors qu'il s'asseyait. La lumière du jour a tendance à rendre les conversations de minuit surréalistes. J'ai failli me convaincre de ne pas venir, répondit honnêtement Nathaniel. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Parlez-moi de ces habitudes, dit Eleanor, se penchant en avant. Que fait Nathaniel Carter quand il n'a pas de conversation profonde avec des étrangers le soir du Nouvel An? Alors qu'il commandait, Eleanor choisissant les plats pour eux deux avec une aisance habituelle. Nathaniel décrivit sa vie, la firme de conseil où il travaillait depuis 12 ans, son dîner hebdomadaire avec la famille de Daniel, le trajet de course le long de la Charles River qui ne variait jamais. Ça a l'air structuré, observa Eleanor, déchirant un morceau de pain ingrat. Sécuritaire. C'est une façon diplomatique de le dire. Je comprends l'attrait de la structure, dit-elle. Après la mort de Julian, j'ai créé tellement de routines juste pour continuer à avancer. Mais finalement, j'ai réalisé qu'elles devenaient des murs au lieu de support. Nathaniel la regarda ramasser habilement des lentilles épicées avec le pain. Comment vous en êtes-vous sorti? Lentement. Intentionnellement. J'ai commencé à dire oui aux choses qui me faisaient peur. Elle croisa son regard. Comme les rendez-vous à l'aveugle du Nouvel An. Leur nourriture arriva, créant une pause naturelle dans la conversation. Alors qu'Eleanor lui montrait comment manger correctement avec l'ingrat, leurs mains se frôlèrent, envoyant un courant électrique dans le bras de Nathaniel. Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit soudain Eleanor, posant son pain. À propos d'hier soir.
Quand j'ai mentionné la maison de ma grand-mère en Virginie, ça a déclenché un souvenir que je ne peux pas chasser. Nathaniel sentit un changement dans l'air, une tension qu'il ne pouvait pas nommer. Quel genre de souvenir? La maison est à Winchester, sur Maple Street. Il y a 10 ans, il y a eu un accident de voiture juste devant. Les yeux d'Eleanor tinrent les siens, doux mais intenses. Nathaniel, quel était le nom de votre sœur, déjà? Le monde sembla basculer sur son axe. Amelia, murmura-t-il. L'accident était à Winchester, sur Maple Street. Eleanor tendit la main à travers la table, prenant sa main tremblante. Ma grand-mère parle encore de cette nuit. De la jeune femme dans la Honda Civic bleue, de la façon dont elle lui a tenu la main et a prié avec elle jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. La vision de Nathaniel devint floue. Pendant 10 ans, il s'était demandé ce qui s'était passé dans ces derniers instants, si Amelia avait été seule et effrayée. Le rapport officiel avait mentionné un témoin, une femme âgée qui était restée avec elle, mais il n'en avait jamais su plus. Votre grand-mère, réussit-il à dire, la voix nouée. Quel est son nom? Clara. Clara est. Le nom le frappa comme une force physique. Les derniers mots d'Amelia, selon les ambulanciers, avaient été édits à Clara Merci. Nathaniel avait toujours supposé que cela signifiait pour leur cousine Clara à Seattle. Elle a pressé sa couette préférée contre la blessure, continua doucement Eleanor. Elle était jaune, avec des fleurs violettes. Elle ne l'a jamais récupérée des ambulanciers, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a juste dit qu'elle espérait que cela avait apporté un certain réconfort dans ces moments-là. Nathaniel ferma les yeux, submergé. J'ai trouvé cette couette dans les affaires personnelles d'Amelia. Elle est dans mon placard depuis 10 ans. Je n'ai jamais su d'où elle venait, ni ce qu'elle signifiait. Le restaurant continua son agitation de l'heure du déjeuner autour d'eux, mais dans leur coin, le temps semblait s'être arrêté. Quand Nathaniel rouvrit les yeux, il trouva Eleanor le regardant avec un mélange de compassion et d'émerveillement. « Quelles sont les chances » murmura-t-il. « Ma grand-mère dirait qu'il n'y a pas de chance, seulement une orchestration divine. » Eleanor serra sa main. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que certaines connexions sont écrites dans les étoiles bien avant que nous ne les comprenions. Nathaniel sentit les larmes monter et prit une profonde inspiration. J'ai passé 10 ans à me demander ce qui s'est passé dans ces derniers instants, me sentant coupable de ne pas avoir été là. Savoir que votre grand-mère était avec elle, qu'elle n'était pas seule, il s'arrêta, incapable de continuer. Venez en Virginie avec moi, dit soudain Eleanor. Rencontrez-la. Elle adorerait vous parler d'Amelia, partager ses souvenirs de cette nuit. L'invitation resta en suspens entre eux, lourde de possibilités et de terreur. C'était trop rapide, trop intense, trop réel. Chaque instinct que Nathaniel avait développé au cours de la dernière décennie lui criait de se retirer, de se protéger de cette connexion écrasante. Mais en regardant Eleanor, en voyant la force et la compréhension dans ses yeux, Nathaniel sentit quelque chose changer en lui. Peut-être que certaines histoires n'avaient pas besoin de rester inachevées. Peut-être que certaines connexions étaient destinées à guérir plus que la simple solitude romantique. Oui, s'entendit-il dire. J'aimerais ça. Le sourire brillant d'Eleanor était comme le soleil qui perçait les nuages. Alors qu'ils terminaient leur repas, faisant des plans provisoires pour un voyage d'un week-end à Winchester, Nathaniel réalisa que sa vie soigneusement structurée était sur le point de changer de façon spectaculaire. La pensée, pour la première fois depuis des années, ne le terrifia pas. Au lieu de cela, il se sentit comme s'il se réveillait d'un long rêve gris pour entrer dans un monde de couleurs vives, un monde où les coïncidences pouvaient être des miracles, où la douleur passée pouvait créer des ponts vers la joie future, et où un rendez-vous à l'aveugle du nouvel an pouvait ouvrir des portes qu'il pensait fermées pour toujours. 3 jours après leur déjeuner éthiopien, Nathaniel se tenait devant son placard, fixant la couette jaune avec des fleurs violettes. Pendant une décennie, elle était restée pliée et intacte, une relique mystérieuse des derniers instants de sa sœur. Maintenant, connaissant son origine, il ne pouvait s'empêcher de passer ses doigts sur le tissu usé, imaginant les mains de Clara et la pressant contre les blessures d'Amelia, offrant du réconfort dans ces dernières minutes précieuses. Son téléphone vibra avec un message texte d'Eleanor, option de vol pour vendredi-dimanche, départ tôt le matin ou après-midi. La réalité de leur voyage prévu en Virginie le frappa de nouveau. Tout allait si vite, comme une rivière qui brise un barrage, et pourtant, cela ne semblait pas faux, juste terriblement juste. Alors qu'il contemplait sa réponse, un autre message arriva, vous avez des doutes? Nathaniel sourit malgré lui.
En quelques jours seulement, Eleanor avait déjà appris à bien le lire. Il appuya sur le bouton d'appel au lieu de répondre par texto. « Je n'ai pas de doute, dit-il quand elle répondit. J'ai toutes les pensées en même temps. » Le rire chaleureux d'Eleanor remplit son oreille. « Vous voulez en parler au dîner? Je finis au bureau dans 1 heure. Votre bureau est au centre-ville, n'est-ce pas? Je connais un endroit près d'ici. Le Harbor Kitchen, en fait. » Eleanor fit une pause. « Je pensais à un endroit moins formel. Chez moi. Je fais un poulet jerk incroyable, et nous devrions probablement parler de ce à quoi nous attendre en Virginie sans public. » Le pouls de Nathaniel s'accéléra. Dîner chez elle, c'était franchir un autre seuil, rendre cette connexion encore plus réelle. « J'aimerais ça, s'entendit-il dire. Envoyez-moi votre adresse. » Déjà fait. À tout à l'heure, 7 heures. Après avoir raccroché, Nathaniel trouva son adresse dans ses messages. Son appartement était dans un bâtiment historique de Back Bay, à quelques pâtés de maisons du jardin public. Il connaissait bien la région. C'était une partie de son trajet de course, bien qu'il n'ait jamais prêté beaucoup d'attention aux résidents qui entraient et sortaient par les élégantes entrées en grès. À cette heure précise, Nathaniel se tenait devant la porte d'Eleanor, une bouteille de vin dans une main et la couette jaune soigneusement pliée dans un sac en toile dans l'autre. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, libérant l'arôme appétissant des épices des Caraïbes. « Vous avez apporté la couette, dit doucement Eleanor, remarquant le sac. Ses yeux contenaient un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Je pensais que peut-être elle devrait retourner à votre grand-mère. » Eleanor s'écarta pour le laisser entrer, touchant doucement son bras au passage. « Parlons-en au dîner. » Son appartement était un reflet parfait de sa personnalité, chaleureux, sophistiqué et plein de caractère. Des œuvres d'art africaines partageaient l'espace avec des livres de droit et des photos de famille. De grandes fenêtres offraient une vue sur les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans le crépuscule naissant. « Les tire-bouchons sont dans le tiroir à côté du frigo, » cria Eleanor depuis la cuisine. « Rendez-vous utile pendant que je finis ici. » Le côté naturel et domestique du moment frappa Nathaniel, comme il se sentait à l'aise de se déplacer dans sa cuisine, de trouver des verres, d'ouvrir le vin, de l'accompagner alors qu'elle vérifiait le poulet dans le four. Ils travaillèrent dans un silence confortable, rompu seulement par des questions occasionnelles sur les préférences en matière de vin et l'emplacement des assiettes. Une fois qu'ils furent assis à sa petite table à manger, la couette reposant sur une chaise voisine comme un témoin silencieux, Eleanor aborda finalement le sujet sensible. « Vous êtes inquiet de rencontrer ma grand-mère, affirma-t-elle, sans poser de questions. Nathaniel hocha la tête, prenant une gorgée de vin pour rassembler ses pensées. Et si c'était trop pour elle? Je veux dire, ressasser les souvenirs de cette nuit. Nathaniel, Eleanor posa sa fourchette. Ma grand-mère a prié pour votre famille chaque jour au cours des 10 dernières années. Elle garde une photo d'Amélia tirée de l'article de journal dans sa Bible. La rencontrer ne ressassera pas les souvenirs, cela répondra à ses prières. Les larmes montèrent aux yeux de Nathaniel. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su que quelqu'un d'autre portait son souvenir comme ça. C'est ce qu'est ma grand-mère. Elle croit aux connexions, au devoir sacré de témoigner à la fois de la joie et de la tristesse. Eleanor tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Mais si vous n'êtes pas prêt, nous pouvons attendre. Non. Nathaniel serra sa main. Je dois le faire. Pour Amélia, pour votre grand-mère, pour moi-même. Il fit une pause, rassemblant son courage. Et pour nous. Le mot « nous » resta en suspens dans l'air entre eux, plein de promesses et de possibilités. Le sourire d'Eleanor était radieux. « Parlez-moi d'elle, dit-elle doucement. Parlez-moi d'Amélia. » Et il le fit. Autour du poulet jerk et du vin, Nathaniel partagea des histoires qu'il n'avait racontées à personne depuis des années, sur le rire contagieux d'Amélia, son rêve de devenir biologiste marine, sa voix de chanteuse terrible qui ne l'empêchait jamais de pousser la chansonnette en voiture. Eleanor écouta de tout son être, posant des questions qui montraient qu'elle voulait vraiment connaître cette femme qui avait, sans le savoir, connecté leur vie une décennie plus tôt. Au fil de la soirée, ils se déplacèrent sur le confortable canapé d'Eleanor, les lumières de la ville créant une toile de fond douillette. La couette jaune reposait maintenant sur leurs genoux, un pont entre le passé et le présent. « À quoi pensez-vous » demanda Eleanor, remarquant l'expression lointaine de Nathaniel. « Je pense aux vies parallèles, dit-il lentement. Comment, il y a 10 ans,
alors que je me fermais et repoussais tout le monde, votre grand-mère priait pour moi. Comment vous appreniez à vivre avec votre propre perte, pendant que je me cachais de la mienne? Comment tous ses fils s'entremêlaient sans que nous le sachions? Éléanore se rapprocha, sa tête venant se poser sur son épaule. Ma mère dit toujours que la guérison n'est pas linéaire. Parfois, elle fait des spirales, nous ramenant à d'anciennes blessures pour que nous puissions enfin les nettoyer correctement. Est-ce ce que c'est? La guérison? Je pense, dit soigneusement Éléanore. C'est ce que nous choisissons d'en faire. Mais oui, je sens quelque chose guérir quand je suis avec vous. Quelque chose que je ne savais même pas qui était encore cassé. Nathaniel se tourna pour la regarder, frappé par la vulnérabilité dans sa voix. Sans y penser, il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser qui se sentait à la fois comme une question et une réponse. Éléanore répondit avec une tendresse égale, sa main venant se poser sur son visage. Quand ils se séparèrent finalement, les yeux d'Éléanore brillaient de larmes non versées. Nous devrions probablement réserver ces vols, murmura-t-elle contre ses lèvres. Nathaniel rit doucement, le son plein de joie, de terreur et d'espoir. Tôt le matin, décida-t-il. Je veux autant de temps que possible. Je vais les réserver ce soir. Éléanore se redressa, tendant la main vers son ordinateur portable, mais Nathaniel lui attrapa la main. Attendez, dit-il. Restez juste là un instant de plus. Je veux me souvenir de ça exactement comme c'est. Éléanore se réinstalla contre lui, et ils restèrent dans un silence confortable, la couette jaune chaude sur leurs genoux, les lumières de la ville scintillant au-delà des fenêtres, et l'avenir s'étendant devant eux comme une histoire non écrite attendant de commencer. La soirée se termina par des plans prudents et des adieux tendres, tous deux conscients que leur week-end en Virginie allait tout changer. Alors que Nathaniel marchait vers chez lui dans les rues calmes de Boston, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, comme si le poids du deuil non résolu commençait enfin à se lever, faisant de la place pour que quelque chose de nouveau grandisse à sa place. Le vendredi matin se leva, gris et brumeux, sur l'aéroport Logan. Nathaniel arriva tôt, comme d'habitude, la couette jaune soigneusement emballée dans son bagage à main. Il trouva Éléanore déjà en train d'attendre à leur porte d'embarquement, 2 tasses de café à la main. Un noir, sans sucre, dit-elle, lui offrant une tasse. Vous avez l'air d'être le genre de gars qui boit du café noir. Vous devenez dangereusement bonne pour me lire, répondit Nathaniel, acceptant le café avec gratitude. Leurs doigts se frôlèrent pendant l'échange, envoyant des étincelles familières à travers son corps. À ce propos, dit Éléanore, son ton devenant sérieux alors qu'ils trouvaient des sièges près de la fenêtre. Il y a quelque chose que nous devrions discuter avant d'atterrir en Virginie. Nathaniel sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est? Ma famille. Éléanore fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Ils ne sont pas seulement excités que je ramène quelqu'un à la maison. Ils sont excités que je vous ramène à la maison. Clara leur a parlé de notre connexion, et ils la voient comme quelque chose de divin. Et vous êtes inquiète de la pression que cela met sur nous? Je suis inquiète de la pression que cela met sur vous, corrigea Éléanore. Ma famille est chaleureuse, aimante et complètement écrasante. Ils voudront vous embrasser comme l'un des leurs immédiatement. Si c'est trop. Nathaniel se pencha et lui prit la main, les surprenant tous les deux par sa franchise. Éléanore, j'ai passé 10 ans à garder tout le monde à distance. Peut-être qu'il est temps de laisser les gens entrer. Son sourire fut comme le soleil perçant la brume du matin. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'appel à l'embarquement pour leur vol arriva. Le vol vers la Virginie se passa en conversation confortable et en silence partagé. Nathaniel se surprit à étudier le profil d'Éléanore alors qu'elle lisait un document juridique, frappé par le naturel de voyager avec elle, à quel point il semblait juste de franchir ce seuil ensemble. Alors qu'ils descendaient à l'aéroport international de Dulles, Éléanore serra sa main fermement. Prêt? Non, admit Nathaniel, mais je veux l'être. Ils louèrent une voiture pour le trajet jusqu'à Winchester, Éléanore prenant le volant puisqu'elle connaissait la route. Alors qu'ils laissaient derrière eux les banlieues de DC, le paysage s'ouvrit sur des collines et des terres agricoles. Le ciel de janvier était bas et lourd de la promesse de neige. Parlez-moi de la maison, dit Nathaniel alors qu'il tournait sur l'Interstate 81, celle où l'accident d'Amelia s'est produit. Éléanore termina doucement. C'est une maison victorienne, peinte en jaune avec des bordures blanches. Mon grand-père l'a achetée dans les années 60, quand les banques permettaient enfin aux familles noires d'obtenir des prêts hypothécaires dans ce quartier. Il est décédé il y a 15 ans,
mais Clara n'a jamais envisagé de déménager. Elle dit que la maison a un but. Nathaniel absorba cette information, imaginant une jeune Clara et se faire un foyer à Winchester pendant l'ère des droits civiques. Elle a l'air remarquable. Elle l'est. Mais Nathaniel, Eleanor le regarda brièvement avant de ramener ses yeux sur la route. Elle pourrait pleurer quand elle vous verra. Elle pourrait vouloir vous faire un câlin. Elle pourrait vous dire des choses sur cette nuit qui sont difficiles à entendre. Êtes-vous préparé à cela? J'ai passé 10 ans à ne pas savoir, répondit doucement Nathaniel, à ne pas savoir si Amelia avait peur, si elle souffrait, si elle savait qu'elle était aimée dans ses derniers instants. Quoi que votre grand-mère me dise, j'ai besoin de l'entendre. Eleanor tendit la main et lui serra la main, ne disant rien. Ils conduisirent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Alors que les kilomètres défilaient, ils quittèrent enfin l'autoroute, suivant des routes plus petites jusqu'à Winchester. La ville était un mélange de charme historique et de développement moderne, avec des trottoirs en briques et une architecture coloniale à côté de boutiques et de restaurants contemporains. C'est l'hôpital, dit doucement Eleanor, alors qu'ils passaient devant un grand complexe médical, où ils l'ont emmené. Nathaniel hocha la tête, incapable de parler. Ils tournèrent sur Maple Street, et son cœur commença à s'accélérer. Les maisons ici étaient de vieilles dames grandioses, chacune avec son propre caractère distinctif. Puis il la vit, la victorienne jaune aux bordures blanches, exactement comme Eleanor l'avait décrite. Alors qu'il se garait dans l'allée, Nathaniel remarqua une femme âgée debout sur le porche. Même à distance, son maintien était majestueux, ses cheveux argentés couronnés d'un bandeau violet foncé qui correspondait à sa robe. « C'est Clara, murmura Eleanor inutilement. Elle nous guette depuis l'aube. » Les mains de Nathaniel tremblèrent alors qu'il attrapait son sac, sentant le poids de la couette à l'intérieur. Clara descendit les marches du porche avec une grâce remarquable pour son âge, ses bras déjà ouverts pour embrasser sa petite fille. « Eleanor, ma chérie, sa voix portait clairement à travers la cour. Tu es à la maison. » La mère et la petite fille s'embrassèrent, et Nathaniel resta en retrait, son cœur battant. Puis Clara se tourna vers lui, ses yeux sombres vifs et bienveillants. « Nathaniel Carter, dit-elle doucement. J'ai prié pour ce jour pendant 10 ans. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle avait traversé l'espace entre eux et l'avait tiré dans une étreinte féroce. Nathaniel se raidit un instant, puis fondit en elle, submergé par le parfum de vanille et d'herbe qui semblait l'envelopper. « J'ai votre couette, réussit-il à dire, la voix nouée par l'émotion. Clara se recula juste assez pour le regarder en face, ses mains toujours agrippées à ses bras. « Mon petit, cette couette a cessé d'être la mienne au moment où je l'ai enroulée autour de votre sœur. Elle appartient à votre famille maintenant. » Je l'ai quand même apportée, persista Nathaniel. Je pensais que vous la voudriez peut-être. Ce que je veux, dit fermement Clara, liant son bras à celui de Nathaniel, c'est que vous entriez et que je vous raconte les derniers instants de votre sœur sur cette terre. Elle vous a laissé un message, Nathaniel. Je l'ai gardé pour vous toutes ces années. Les genoux de Nathaniel s'affaiblirent et il sentit la main rassurante d'Eleanor sur son dos. Clara remarqua le geste et sourit, un regard complice passant entre elle et sa petite fille. Mais d'abord, continua Clara, nous allons prendre du thé et vous allez me parler de vous, de ce qui vous a amené à mon Eleanor après toutes ces années. Et puis peut-être que nous parlerons de la façon dont Dieu travaille de manière mystérieuse, tissant des vies ensemble quand nous nous y attendons le moins. Alors que Clara les menait sur les marches du porche, Nathaniel croisa le regard d'Eleanor. Elle les regardait avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Et à ce moment-là, il réalisa quelque chose de profond. Il n'était pas seulement là pour en apprendre davantage sur les derniers instants d'Amelia. Il était là pour apprendre à vivre à nouveau, à laisser l'amour entrer à nouveau, à croire en des connexions qui défiaient toute explication. La victorienne jaune les accueillit avec chaleur et l'odeur du pain fraîchement cuit. Alors qu'il franchissait le seuil, Nathaniel sentit quelque chose changer en lui, comme si une porte longtemps verrouillée s'ouvrait enfin, laissant entrer la lumière, l'air et les possibilités. Clara les installa dans son salon, entourée de photos de famille et de meubles bien-aimés. Pendant qu'elle s'affairait à préparer le thé, Nathaniel se surprit à étudier une photo en particulier sur la cheminée. Une Clara plus jeune, se tenant fièrement devant cette même maison, ses bras autour d'un jeune homme qui devait être le père d'Eleanor. « Prise le jour où nous avons acheté cette maison, dit Clara, remarquant son intérêt. L'agent immobilier ne voulait pas nous la vendre, il disait que les voisins n'aimeraient pas ça. Mais mon Herbert. Le grand-père d'Eleanor, il a tenu bon,
a dit que cette maison était faite pour nous. Elle posa le thé avec un doux cliquetis. Il avait raison. Cette maison a été un sanctuaire pour plus d'âmes que je ne peux en compter, y compris votre Amélia. Éléanore tendit la main et prit celle de Nathaniel alors que Clara commençait à verser le thé. Dehors, la neige avait commencé à tomber, douce et silencieuse, comme si le monde lui-même retenait son souffle pour ce qui allait arriver. Le salon de Clara semblait suspendu dans le temps alors que la neige tombait silencieusement au-delà des baies vitrées. De la vapeur s'élevaient des tasses à thé délicates, et la couette jaune était posée pliée entre Nathaniel et Éléanore sur le canapé fleuri. Le seul son était le doux tic-tac d'une horloge grand-père ancienne dans le coin. Je me souviens de tout de cette nuit, commença Clara, sa voix douce mais claire. Il faisait froid, comme aujourd'hui. J'étais debout tard, en train de lire ma Bible. J'ai toujours été une couche tard. Le crash, elle fit une pause, ses mains se resserrant autour de sa tasse à thé. Ça a sonné comme le tonnerre, mais d'une manière différente. Trop forte, trop proche. Nathaniel resta parfaitement immobile, respirant à peine. La main d'Éléanore trouva la sienne, chaude et réconfortante. J'ai couru dehors sans même mettre de manteau, continua Clara. La rue était sombre. L'impact avait fait tomber le lampadaire, mais je pouvais voir sa voiture, écrasée contre le chêne. Les yeux de Clara s'éloignèrent dans le souvenir. Elle était consciente quand je suis arrivé jusqu'à elle. C'est important que vous le sachiez, Nathaniel. Elle avait peur, oui, mais elle était consciente. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Un petit bruit s'échappa de la gorge de Nathaniel. Clara se pencha et prit sa main libre, sa peau douce et chaude, comme du cuir bien usé. La première chose qu'elle m'a dite a été « Je m'appelle Amélia ». Même à ce moment-là, avec tout ce qui se passait, elle s'est présentée correctement. Je lui ai dit que j'étais Clara, et que l'aide arrivait. J'avais déjà appelé le 911 avec mon téléphone fixe avant de courir dehors. Est-ce qu'elle ? La voix de Nathaniel se brisa. Il déglutit difficilement et essaya de nouveau. Souffrait-elle ? Oui, répondit honnêtement Clara. Mais elle était forte. Si forte. J'ai enroulé ma couette autour d'elle. J'en garde toujours une près de la porte d'entrée pour les urgences. Elle m'a regardé et a dit, « Vous êtes un ange. » Je lui ai dit, « Non, juste une vieille femme curieuse qui ne peut pas s'occuper de ses affaires. » Clara sourit légèrement au souvenir. Ça la fait rire, même si ça lui faisait mal. Éléanore serra la main de Nathaniel alors que les larmes commençaient à couler sur ses joues. Elle a parlé de vous, continua doucement Clara. Elle a dit, « Mon frère Nathaniel va s'en vouloir. » C'étaient ses mots exacts. Elle était plus inquiète pour vous que pour elle-même. Nathaniel ferma les yeux, submergé. La culpabilité qu'il portait depuis 10 ans pour ne pas avoir répondu à son appel cette nuit-là, pour avoir été trop occupé par le travail pour aller en Virginie avec elle comme il l'avait prévu, s'abattit sur lui en vagues. Elle m'a fait promettre de vous dire quelque chose, dit Clara, sa voix devenant plus intense. Nathaniel, regardez-moi. Il ouvrit les yeux, rencontrant son regard stable. Elle a dit, dis à Nathaniel que ce n'est pas sa faute. Dis-lui que je chantais cette chanson stupide qu'il déteste, celle sur le sous-marin jaune. Et j'ai baissé les yeux pour changer la station de radio. Dis-lui qu'il avait raison à propos de la conduite distraite, mais surtout, dis-lui que je l'aime et qu'il doit continuer à vivre, à vraiment vivre. Le sanglot qui s'échappa de la poitrine de Nathaniel sembla venir de profondeurs qu'il ne savait pas posséder. Clara se déplaça pour s'asseoir à côté de lui, le prenant dans ses bras comme s'il était un enfant. Il enfouit son visage dans son épaule, respirant le même parfum de vanille et d'herbe, imaginant Amélia faire de même dans ses derniers instants. Laissez sortir, mon petit, murmura Clara en le berçant légèrement. Vous l'avez gardé trop longtemps. À travers ses larmes, Nathaniel sentit la main d'Éléanore frotter de doux cercles sur son dos. Les deux femmes le tinrent alors que des années de deuil refoulé se déversaient, aucune ne le pressant ni n'essayant de minimiser sa douleur. Quand il se redressa finalement, essuyant ses yeux, Clara lui tint le visage entre ses mains. Il y a plus, dit-elle. Voulez-vous l'entendre maintenant, ou avez-vous besoin d'une pause? Maintenant, réussit à dire Nathaniel. S'il vous plaît. Clara hocha la tête, relâchant son visage mais restant proche. L'ambulance mettait trop de temps. Je savais que c'était grave, il y avait tellement de sang, même avec la couverture, alors j'ai fait ce que ma maman m'avait appris. J'ai prié avec elle, je lui ai demandé si c'était d'accord, et elle a dit oui. Nous avons prié ensemble,
ton Amelia et moi, juste là, sur Maple Street. Elle a tendu la main vers une Bible reliée en cuir sur la table de chevet, l'ouvrant à une page usée où une coupure de journal servait de marque-page. Nathaniel a reconnu la photo, c'était celle de la notice nécrologique d'Amelia. Elle y riait, ses cheveux blonds captant le soleil. Elle n'avait pas peur à la fin, dit doucement Clara. La prière l'a apaisée. Elle tenait ma main, et elle a fait un sourire si beau et a dit, « Clara, je peux voir la lumière. C'est si chaleureux. » Ce furent ses derniers mots. Elle souriait encore quand elle nous a quittés. Nathaniel, toujours en train de me tenir la main. Elle n'était pas seule, et elle n'avait pas peur. À travers de nouvelles larmes, Nathaniel demanda. Les ambulanciers ont dit qu'elle était seule à leur arrivée. Non, dit fermement Clara. J'étais là jusqu'à ce qu'ils me retirent pour travailler sur elle. Je me suis battu, je ne voulais pas qu'elle se sente abandonnée, mais elle était déjà partie à ce moment-là. Partie paisiblement, enveloppée d'amour et de prière. Éléanore émit un son doux, et Nathaniel réalisa qu'elle pleurait aussi. Il la serra contre lui d'un bras, son autre main toujours serrée dans celle de Clara. J'ai vécu une longue vie, continua Clara, sa voix prenant un ton différent. J'ai vu beaucoup de morts, certaines paisibles, d'autres non. Le départ de ta sœur a été sacré. Dieu m'a envoyé là-bas cette nuit-là, pas seulement pour elle, mais pour toi, pour qu'un jour tu saches qu'elle n'était pas effrayée ni seule, pour que tu puisses enfin te pardonner et recommencer à vivre. Elle tendit la main et toucha la couverture jaune. Quand les ambulanciers l'ont emmenée, je n'ai même pas pensé à la couverture. Ça ne m'est venu à l'esprit que des jours plus tard. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle avait été jetée. Mais la voici, la boucle est bouclée. Et regarde ce qui a aussi fait le tour, ma petite fille t'a trouvé, te ramenant à la maison pour entendre cette histoire. Comment as-tu fait, demanda soudainement Nathaniel. Comment as-tu continué ta vie après avoir été témoin de quelque chose comme ça? Les yeux de Clara se remplirent de compréhension. De la même manière que j'ai continué après avoir perdu mon Herbert, après chaque perte, en croyant que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, en faisant confiance au fait que chaque connexion, même la plus brève, a un sens. Ta sœur a touché ma vie, Nathaniel, elle m'a changé, m'a fait croire encore plus fortement au rendez-vous divin. Elle jeta un regard significatif vers l'endroit où Nathaniel et Éléanore étaient assis, enlacés. Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer par une coïncidence. Certaines connexions sont écrites dans les étoiles. La pendule de grand-père sonna doucement, marquant l'heure. Dehors, la neige s'était intensifiée, recouvrant Maple Street d'un manteau blanc. Nathaniel regarda par la fenêtre l'endroit où le vieux chêne s'était tenu, enlevé il y a des années, lui avait dit Éléanore, après l'accident. À sa place se trouvait un petit jardin avec un banc. Je m'y assieds parfois, dit Clara, suivant son regard. Je parle à Amelia, je lui raconte ma journée, je lui demande de veiller sur ma famille. Elle sourit à Nathaniel. Ces derniers temps, je lui ai parlé de toi et d'Éléanore, lui demandant de vous guider tous les deux vers la guérison. Nathaniel se tourna pour regarder Éléanore, la regarder vraiment. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais ils contenaient un tel amour et une telle force que cela lui coupa le souffle. À ce moment-là, il vit leur connexion à travers les yeux de Clara, pas seulement une rencontre fortuite, pas seulement une possibilité romantique, mais quelque chose de sacré, un rendez-vous divin, comme dirait Clara. « Voudriez-vous voir le jardin » demanda doucement Clara. « Je pense que la neige le rend particulièrement beau. » Nathaniel hocha la tête, incapable de parler. Alors qu'ils se levaient pour sortir, Clara les arrêta, enroulant la couverture jaune autour des épaules de Nathaniel et d'Éléanore. Quelque chose de vieux devenant quelque chose de nouveau, dit-elle doucement, juste comme il se doit. La neige continuait de tomber alors que Nathaniel et Éléanore étaient assis sur le banc du jardin, la couverture jaune enroulée autour de leurs épaules. Clara avait insisté pour leur donner de l'intimité, prétendant qu'elle avait besoin de préparer le dîner, mais Nathaniel soupçonnait qu'elle comprenait leur besoin de tout digérer ensemble. « Regarde, dit doucement Éléanore, pointant du doigt une petite plaque partiellement recouverte de neige. Nathaniel brossa la poudre blanche pour révéler les mots, en mémoire de tous ceux qui ont trouvé la paix dans ce jardin. Elle ne l'a jamais oublié, murmura Nathaniel. Pendant toutes ces années, alors que je fuyais la mémoire d'Amelia, ta grand-mère l'honorait. Éléanore posa sa tête sur son épaule. C'est qui elle est. Elle croit en la nécessité de faire de la place pour le deuil et la joie. Dans son esprit, ce ne sont pas des opposés, ce sont des partenaires dans la danse de la vie.
Nathaniel resta silencieux pendant un long moment, regardant son souffle former des nuages dans l'air froid. J'ai fait ça de la mauvaise manière, dit-il finalement. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que pour avancer, il fallait laisser Amelia derrière moi. Mais ta grand-mère, elle montre qu'il est possible de porter le souvenir de quelqu'un tout en embrassant la vie. Est-ce ce que tu veux, demanda prudemment Eleanor. Embrasser la vie à nouveau? Nathaniel se tourna pour la regarder, frappé par la façon dont les flocons de neige s'étaient accrochés à ses boucles sombres, par la façon dont ses yeux bruns contenaient une telle profondeur de compréhension. Je pense que c'est déjà le cas, dit-il. Avec toi. Le sourire d'Eleanor était radieux, mais ses yeux restaient sérieux. Nathaniel, ce que Clara t'a dit à propos d'Amelia, ça va prendre du temps à digérer. Es-tu sûr de vouloir t'engager dans une relation en même temps? Je suis sûr de ne pas vouloir le digérer seul, répondit-il, en prenant sa main. À moins que tu aies des doutes? Non, dit rapidement Eleanor. Mon Dieu, non. C'est juste que je sais ce que c'est que de voir le deuil refaire surface. Quand Julian est mort, je pensais que j'avais tout digéré. Puis, 3 ans plus tard, quelque chose m'a déclenché une chanson à la radio, je pense, et c'était comme revivre la perte. Je ne veux pas te promettre l'éternité, et que tu réalises ensuite que tu as besoin d'espace pour guérir. Nathaniel lui serra la main. Et si la guérison ne devait pas être un processus solitaire? Et si, il fit une pause, rassemblant ses pensées, et si nous guérissions mieux ensemble? Un flocon de neige atterrit sur la joue d'Eleanor, fondant instantanément. Nathaniel tendit la main pour essuyer l'humidité, mais se retrouva plutôt à lui encadrer le visage. Elle se pencha dans son contact, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il doucement. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais après avoir passé 10 ans à essayer de ne rien ressentir, je ne veux pas me cacher de ce sentiment. Je ne veux pas l'analyser ou le remettre en question. Je veux juste être honnête à ce sujet. Des larmes montèrent dans les yeux d'Eleanor. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, murmura-t-elle, et ça me terrifie à quel point ça semble juste. Leur baiser était doux, avec un goût de neige, de larmes et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Nathaniel posa son front contre le sien. Parle-moi de Julian, dit-il doucement. Pas comment il est mort, comment il a vécu. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui? Eleanor recula légèrement, surprise. Tu veux vraiment savoir? Oui, il fait partie de qui tu es, tout comme Amelia fait partie de moi. Je veux tout savoir de toi. Eleanor s'installa plus confortablement contre lui, ajustant la couverture autour d'eux. C'était un professeur de collège, commença-t-elle, le genre qui restait tard pour aider les élèves en difficulté, qui se souvenait de chaque anniversaire, qui croyait que chaque enfant avait du potentiel si on lui en donnait la chance. Il avait ce rire incroyable, il remplissait une pièce, faisait sourire automatiquement tout le monde autour de lui. Pendant qu'elle parlait, Nathaniel regardait son visage, remarquant comment il s'adoucissait avec les souvenirs mais ne s'effondrait pas de douleur. Il réalisa que c'était à ça que ressemblait un deuil sain, être capable de se souvenir avec amour au lieu de l'agonie. Il a l'air merveilleux, dit Nathaniel quand elle eut fini. Merci de l'avoir partagé avec moi. Merci de me l'avoir demandé, répondit Eleanor. La plupart des hommes que j'ai fréquentés font soit comme si Julian n'avait jamais existé, soit le traitent comme une compétition. Tu es le seul à l'avoir traité comme une partie de mon histoire qui vaut la peine d'être connue. C'est peut-être parce que je comprends maintenant, dit pensivement Nathaniel. Après avoir entendu Clara parler d'Amelia, j'ai réalisé que les gens que nous avons perdus, ils ne sont pas des obstacles à un nouvel amour, ils sont la preuve que nous sommes capables d'aimer profondément, d'être changés à jamais par la connexion. Un bruit provenant de la maison les fit lever les yeux. Clara se tenait à la fenêtre, leur faisant signe d'entrer. La neige tombait plus fort maintenant, et la température avait considérablement baissé. En se levant, Nathaniel jeta un dernier regard au jardin. Au printemps, il savait qu'il y aurait des fleurs ici, une nouvelle vie poussant à l'endroit où la vie de sa sœur s'était achevée. Il y avait une métaphore là-dedans. Il pensa à quelque chose sur la façon dont les fins et les commencements n'étaient en réalité que différentes parties du même cycle. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur de la cuisine les enveloppèrent. Clara prit la couverture humide de neige, la remplaçant par des serviettes chaudes fraîchement sorties du sèche-linge. Le dîner est presque prêt, annonça-t-elle. J'espère que vous aimez tous les deux mon fameux gombo. Le gombo de Clara est légendaire dans 3 comtés, dit Eleanor,
frottant sa serviette sur ses cheveux. Elle ne le fait que pour les occasions spéciales. Et c'est certainement spécial, dit Clara, regardant entre eux avec des yeux savants. L'amour qui fleurit dans mon jardin un jour de neige, ça vaut la peine d'être célébré. Nathaniel sentit ses joues se réchauffer, mais pas d'embarras. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vu, pas seulement sa douleur et sa perte, mais aussi sa capacité à la joie et à l'amour. Éléanore, appela Clara depuis la cuisine. Viens m'aider avec le pain de maïs. Nathaniel, chéri, il y a un album photo sur l'étagère. Je pense que tu devrais le regarder pendant que nous terminons. Alors qu'Éléanore suivait sa grand-mère dans la cuisine, jetant un regard chaleureux par-dessus son épaule, Nathaniel trouva l'album que Clara avait mentionné. Il était plus récent que les autres. Sa couverture portait les mots « Visiteur du jardin », écrits de l'élégante écriture de Clara. À l'intérieur, il trouva des photos de personnes assises sur le banc commémoratif, certaines souriant, d'autres pleurant, toutes semblant paisibles. Sur la dernière page, il y avait une note de la main de Clara. Chaque âme qui trouve son chemin vers ce jardin apporte sa propre histoire d'amour et de perte. Chacune y laisse un morceau de son cœur et emporte avec elle un morceau de guérison. Nathaniel toucha doucement les mots, comprenant maintenant qu'il n'était pas seulement là pour en apprendre davantage sur les derniers instants d'Amélia. Il était là pour apprendre à porter sa mémoire vers une nouvelle vie, une vie qui, d'une manière ou d'une autre, impossible, merveilleuse, semblait inclure à la fois la sagesse de Clara et l'amour d'Éléanore. Depuis la cuisine, il pouvait entendre les deux femmes rire à propos de quelque chose, leur voix s'harmonisant d'une manière qui rendait son cœur plein. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant Maple Street d'un manteau d'une blancheur pure, la manière de la nature de dire que parfois, on peut prendre un nouveau départ sans effacer ce qui est venu avant. Le dimanche matin arriva trop vite, apportant avec lui la réalité de leur retour imminent à Boston. Nathaniel se réveilla tôt dans la chambre d'amis de la maison victorienne de Clara, écoutant les bruits tranquilles de la maison qui s'installe. Par la fenêtre, il pouvait voir le banc du jardin, toujours saupoudré de neige, scintillant maintenant dans la lumière du petit matin. La journée précédente avait été remplie d'histoires, Clara partageant des souvenirs de sa vie à Winchester, Éléanore racontant des visites d'enfance à la Maison Jaune, et Nathaniel se sentant enfin assez fort pour leur parler de l'Amélia qu'il avait connue en grandissant. Chaque histoire avait été un fil, les tissant tous plus étroitement ensemble. Un doux coup à sa porte le tira de ses pensées. « Entrez » cria-t-il, s'attendant à Clara avec son thé du matin habituel. Au lieu de cela, Éléanore se glissa à l'intérieur, déjà vêtue d'un jean et d'un pull blanc. « Bonjour » murmura-t-elle, s'asseyant sur le bord de son lit. « Tu as bien dormi ?»« Mieux que je n'ai dormi depuis des années » admit Nathaniel, se redressant. « Bien que je ne sois pas prêt à partir. »« Moi non plus. » La main d'Éléanore trouva la sienne sur les couvertures. « Mais j'ai réfléchi à quelque chose à nous, et à ce qui se passera quand nous serons de retour. » De retour à Boston, finit Nathaniel pour elle. « Tout va être différent maintenant, dit-elle prudemment. Nous n'aurons pas la bulle de cette maison, de la sagesse de Clara, du jardin. Nous aurons du travail, des responsabilités et la réalité. » Nathaniel sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Et tu dois savoir, es-tu prêt pour ça, pour la vraie vie avec toutes ses complications? Parce que ce qui grandit entre nous ?» Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « C'est beau et précieux, mais c'est aussi délicat. Je ne veux pas le briser en me précipitant dans le grand bain. » Nathaniel s'assit plus droit, prenant ses deux mains dans les siennes. « Éléanore, avant que nous venions ici, j'avais peur exactement de ça, que la réalité s'immisce dans ce que nous construisions. Mais maintenant, » il fit un geste vers la fenêtre, vers le jardin au-delà. « Maintenant, je comprends quelque chose qui m'a échappé pendant 10 ans. La vie, la vraie vie, ce n'est pas éviter la douleur ou se protéger de la perte. C'est embrasser chaque moment, chaque connexion, même en sachant qu'il pourrait se terminer. » Les yeux d'Éléanore scintillèrent. Ça sonne comme quelque chose que Clara dirait. C'est une femme sage, sourit Nathaniel. Mais c'est plus que ça. Être ici, en apprendre davantage sur les derniers instants d'Amélia, voir comment ta grand-mère a honoré sa mémoire tout en vivant pleinement, ça m'a montré ce que j'ai fait de mal. J'ai existé, je n'ai pas vécu. Et maintenant je veux vivre, vraiment vivre, comme Amélia voulait que je le fasse. Et je veux le faire avec toi. Il lui serra les mains. Je sais que ce ne sera pas facile. Nous devrons trouver comment mélanger nos vies, comment gérer nos différents horaires de travail,
comment faire face au regard que certaines personnes pourraient nous jeter? Parce que je suis noir, et tu es blanc, demanda directement Eleanor. Oui, reconnut Nathaniel. Je serais naïf de prétendre que ce ne sera pas un facteur. Mais Eleanor, quand je te regarde, je ne vois pas la couleur en premier. Je vois la femme qui m'apprend à aimer à nouveau, à vivre à nouveau. Ma grand-mère dirait que c'est exactement comme ça que ça devrait être. Eleanor sourit. Mais Nathaniel, aimer à travers les lignes raciales, ce n'est pas être daltonien. C'est voir et célébrer nos différences tout en reconnaissant notre humanité commune. Alors apprends-moi, dit sincèrement Nathaniel. Aide-moi à comprendre tes expériences, ta perspective. Je veux apprendre, grandir, être digne de ce que nous construisons. Eleanor se pencha en avant, l'embrassant doucement. Tu le es déjà, murmura-t-elle contre ses lèvres. Un coup à la porte les fit sursauter comme des adolescents. La voix de Clara porta à travers le bois. Le petit déjeuner dans 15 minutes, vous deux. Et oui, je sais que vous êtes tous les deux là-dedans. Ils rirent, le moment sérieux se brisant en une chaleur confortable. Alors qu'Eleanor se levait pour partir, Nathaniel lui attrapa la main. Emménage avec moi, dit-il soudainement. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Quoi? Où j'emménagerai avec toi? Où nous trouverons un nouvel endroit ensemble. Je ne veux juste pas faire ça à moitié. J'ai passé trop d'années à jouer la sécurité. Nathaniel, dit Eleanor prudemment. C'est un grand pas. Je sais. Et si tu penses que c'est trop tôt, je comprends. Mais je sais aussi que quand je suis avec toi, tout a un sens. Tout semble juste d'une manière que rien n'a été depuis 10 ans. Eleanor se rassit, son expression pensive. Mon bail se termine dans 2 mois, dit-elle lentement. Le mien aussi, en fait, réalisa Nathaniel. En mars. Alors peut-être, les yeux d'Eleanor prirent un éclat espiègle. Nous passons ces 2 mois à vraiment nous connaître à Boston, à sortir ensemble correctement, à apprendre les habitudes et les bizarreries de l'autre. Et si en mars nous ressentons toujours ça, nous trouvons notre propre endroit, termina Nathaniel. Ensemble. Ensemble. Eleanor fut d'accord. Mais Nathaniel, j'ai une condition. Tout ce que tu veux. Nous devons revenir ici régulièrement. Clara ne nous pardonnerait jamais si nous ne le faisions pas. J'avais déjà l'intention de le faire, sourit Nathaniel. Ta grand-mère, elle est de la famille maintenant. La seule famille qu'il me reste, en fait. Pas la seule famille, corrigea doucement Eleanor. Plus maintenant. Leur deuxième baiser fut interrompu par la voix de Clara venant du bas. Ne me forcez pas à monter là-haut, vous deux. Ces biscuits ne se mangeront pas tout seuls. Ils descendirent à la cuisine, main dans la main, trouvant Clara devant la cuisinière, fredonnant en travaillant. La table était mise pour 3, avec un bouquet frais de fleurs d'hiver au centre. Asseyez-vous, ordonna Clara, apportant une assiette remplie de biscuits. Nous devons parler de votre trajet de retour et du moment où vous reviendrez nous rendre visite. Elle fit une pause, étudiant leurs mains jointes et leurs visages rayonnants. Bien que quelque chose me dise que je n'aurai pas à attendre trop longtemps. Au petit déjeuner, ils discutèrent de questions pratiques, de l'heure de leur vol, des prévisions météorologiques, du meilleur itinéraire pour retourner à Dule. Mais sous la conversation ordinaire courait un courant d'excitation, de possibilités. Nathaniel croisa le regard d'Eleanor de l'autre côté de la table et y vit ses propres sentiments reflétés. Ils étaient au seuil de quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'ils se préparaient à partir, Clara tira Nathaniel à part pendant qu'Eleanor rangeait la voiture. « Tu te souviens de quel était le dernier message d'Amelia » demanda-t-elle doucement. « De continuer à vivre » Nathaniel hocha la tête. « De vraiment vivre. »« Regarde ma petite fille » dit Clara, ses yeux féroces d'amour. « Regarde-la vraiment. C'est à ça que ressemble vraiment vivre. C'est à ça que ressemble l'amour quand il n'a pas peur de la profondeur, de la complexité, de la croissance. » Je la vois, lui assura Nathaniel. Je vois tout d'elle. Bien, Clara lui tapota la joue. Alors allez construire quelque chose de beau ensemble. Et Nathaniel, sa voix prit une note taquine. Quand vous deux déciderez enfin d'emménager ensemble, je m'attends à aider à la décoration. Nathaniel rit, non surpris par son intuition. Nous aurons besoin de quelqu'un pour nous dire où accrocher la couverture jaune. Oh non, chérie, sourit Clara.
Cette couverture a encore un voyage à faire avant de trouver son dernier foyer. Mais nous en parlerons la prochaine fois que vous viendrez. Avant que Nathaniel ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Eleanor l'appela depuis la voiture. Il était temps de partir. Alors qu'il s'éloignait de la maison victorienne jaune, Nathaniel regarda dans le rétroviseur Clara debout sur son porche, agitant la main jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Prêt à rentrer à la maison, demanda Eleanor, sa main trouvant la sienne sur la console centrale. Nathaniel sourit, réalisant que, chez soi, avait pris un nouveau sens. Ce n'était plus seulement son appartement à Boston. Chez soi était partout où se trouvait cette femme remarquable, partout où leur histoire partagée se déroulait. Prêt, dit-il, serrant sa main, pour tout. La première semaine de retour à Boston a été comme se réveiller d'un rêve, sauf que la réalité était meilleure que n'importe quel rêve que Nathaniel avait eu depuis des années. Lui et Eleanor sont tombés dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et parfaitement naturel. Rendez-vous café du matin avant le travail, pause déjeuner passé à chercher des appartements en ligne, promenade du soir le long de la Charles River, là où leur histoire avait commencé. Un mardi soir particulièrement froid, Nathaniel était assis à son bureau, fixant un document vide sur l'écran de son ordinateur. Le curseur clignotait avec attente, attendant des mots qu'il n'avait pas osé écrire depuis une décennie. Son téléphone vibra avec un SMS d'Eleanor. J'ai trouvé une autre possibilité sur Marlborough Street. 3 chambres, rez-de-jardin. Tu veux le voir demain? Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, mais au lieu de répondre immédiatement, il commença à taper autre chose. Certaines histoires commencent à la fin d'autres histoires. Certaines fins sont en réalité des commencements déguisés. Amelia me l'a appris, bien qu'il m'ait fallu 10 ans et une femme extraordinaire pour comprendre la leçon. Les mots coulaient facilement maintenant, contrairement aux tentatives laborieuses de ses 20 ans. Il était à la moitié du premier chapitre lorsqu'un autre SMS arriva. Tu es exceptionnellement silencieux ce soir. Tout va bien? Nathaniel sourit, sauvegardant son travail avant de l'appeler au lieu de lui répondre par SMS. Elle répondit à la première sonnerie. Je suis en train d'écrire à nouveau, dit-il sans préambule. La joie dans la voix d'Eleanor était palpable. Le roman? Un nouveau. Sur la perte et le fait de retrouver l'amour. Sur la façon dont certaines connexions transcendent le temps et l'espace. Sur une femme qui fabrique des couvertures qui guérissent les cœurs brisés. Clara va adorer ça, dit doucement Eleanor. Es-tu sûr d'être prêt? Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit, répondit Nathaniel. Sauf peut-être trouver cet appartement avec toi. À ce sujet, le ton d'Eleanor changea légèrement. L'endroit sur Marlborough Street est parfait, Nathaniel. 3 chambres, comme nous en avons parlé. Une pour nous, une pour ton bureau, une pour les invités. Un petit jardin, à distance de marche de nos 2 bureaux. Mais, c'est tout en haut de notre budget. Nous serions un peu justes. Nathaniel s'adossa à sa chaise, regardant le manuscrit prendre forme sur son écran. Peut-être qu'il est temps de prendre des risques, de croire en ce que nous construisons. Tu parles comme Clara, rit Eleanor. Tant mieux, c'est la personne la plus sage que je connaisse. Nathaniel fit une pause, rassemblant ses pensées. Eleanor, tu te souviens de ce que tu as dit sur le fait de fuir vers l'avant, c'est toujours fuir? Oui. J'ai réfléchi à ça. Sur la façon dont j'ai utilisé la sécurité financière comme une autre forme de fuite, toujours jouer la sécurité, toujours choisir l'option pratique. Mais et si nous choisissions différemment, cette fois? Et si nous choisissions l'endroit qui ressemble à la maison, même si cela signifie se serrer la ceinture pendant un certain temps? La ligne fut silencieuse pendant un moment. Puis Eleanor dit, viens tout de suite. Nous devrions en parler en personne. 20 minutes plus tard, Nathaniel était dans la cuisine d'Eleanor, la regardant faire du thé. La couverture jaune était drapée sur son canapé. Elle avait insisté pour la garder chez elle jusqu'à ce qu'ils emménagent ensemble, disant qu'elle avait besoin d'une touche féminine pour la conserver correctement. J'ai reçu un appel de mon cabinet aujourd'hui, dit Eleanor, lui tendant une tasse fumante. Il me nomme directrice de la division pro bono. Le visage de Nathaniel s'illumina. Eleanor, c'est incroyable. C'est ce que tu as toujours voulu. C'est le cas, elle acquiesça, le menant au canapé. Mais ça vient avec une réduction de salaire. Le travail pro bono ne génère pas d'heures facturables. Nathaniel comprit maintenant pourquoi elle s'était inquiétée du budget de l'appartement.
Je veux le prendre, continua Éléanore. C'est une chance de faire un vrai changement, d'aider les gens qui ont vraiment besoin d'une représentation légale. Mais si nous voulons avoir l'endroit sur Marlborough Street, je devrais combler la différence. Nathaniel lui prit la main. Tu ne le demandes pas, je l'offre. Plus que ça, j'ai une idée. Et si je quittais le conseil? Éléanore faillit renverser son thé. Quoi? Écoute-moi. J'ai écrit tous les soirs cette semaine. L'histoire, elle se déverse juste hors de moi. Et j'ai des économies, assez pour nous soutenir pendant 1 an, même si nous prenons l'endroit sur Marlborough Street. Et si je prenais ce temps pour finir le roman, pour enfin poursuivre le rêve que j'ai abandonné il y a 10 ans? Nathaniel, Éléanore posa sa tasse avec soin. C'est un énorme risque. Je sais. Mais être avec toi, rencontrer Clara, en apprendre davantage sur les derniers instants d'Amelia, tout cela m'a montré que le plus grand risque est de ne pas vivre de manière authentique, de ne pas suivre son cœur. Éléanore resta silencieuse un instant, son expression pensive. Puis elle tendit la main vers son ordinateur portable, l'ouvrant pour révéler une annonce familière. L'appartement a des planchers de bois franc d'origine, dit-elle lentement, et des étagères encastrées dans ce qui serait ton bureau. Le cœur de Nathaniel s'envola. C'est un oui? C'est un, montre-moi ce que tu as écrit jusqu'à présent, rétorqua Éléanore. Si tu vas vraiment faire ça, je veux en faire partie. Je veux comprendre l'histoire que tu essaies de raconter. Nathaniel sortit son téléphone, lui envoyant le document sur lequel il avait travaillé. Pendant qu'elle lisait, il regardait son visage, voyant des larmes se former dans ses yeux à certains passages. C'est magnifique, murmura-t-elle finalement. C'est réel, brut et honnête. C'est toi. C'est nous, corrigea Nathaniel. Notre histoire, tissée ensemble avec celle d'Amelia et de Clara, une tapisserie d'amour, de perte et de guérison. Éléanore ferma l'ordinateur portable et se tourna pour lui faire face entièrement. D'accord, dit-elle. Faisons-le. Tout. L'appartement. Ton roman. Ma nouvelle position. Faisons le grand saut ensemble. Nathaniel la serra dans ses bras, submergé d'amour pour cette femme qui le comprenait si complètement. J'appellerai l'agent immobilier demain matin. Pas la peine, sourit Éléanore contre sa poitrine. J'ai déjà prévu une visite demain à midi. Je savais que tu dirais oui. Plutôt confiante, conseillère. Non, elle recula pour le regarder, juste certaine que certaines choses sont destinées à être. Clara me l'a appris. Nathaniel jeta un coup d'œil à la couverture jaune, pensant à tous les détours qui les avaient menés ici. En parlant de Clara, nous devrions l'appeler. Lui parler de l'appartement, de ta nouvelle position, du roman. Je l'ai déjà fait, admit Éléanore. Elle a dit de te dire qu'elle planifie déjà la pendaison de crémaillère. Et Nathaniel, ses yeux pétillèrent d'amusement. Elle a dit de s'assurer que ton bureau a une bonne lumière. Apparemment, les écrivains ont besoin de lumière naturelle pour créer leur meilleur travail. Nathaniel rit, mais son cœur se gonfla de gratitude pour la famille qu'il avait trouvée de manière inattendue. La sagesse de Clara, l'amour d'Éléanore et la mémoire d'Amelia, tout cela s'entremêlait en quelque chose de beau et de nouveau. Alors qu'ils étaient assis sur le canapé d'Éléanore, planifiant leur avenir et partageant leurs rêves, la couverture jaune enroulait autour de leurs épaules comme une bénédiction. Nathaniel réalisa que c'était ce qu'Amelia avait voulu dire dans son dernier message. C'était vraiment vivre, prendre des risques, suivre son cœur, construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui comprenait votre âme. Demain, ils visiteraient l'appartement, commenceraient les étapes pratiques de la fusion de leur vie. Mais ce soir était pour rêver, pour croire au pouvoir de l'amour de transformer les fins en commencements, pour croire que certaines histoires valaient chaque risque pour les raconter. Le printemps a fleuri à Boston, peignant la ville dans des tons de renouveau. Les cerisiers en fleurs bordaient Commonwealth Avenue, leurs pétales délicats dérivant sur la brise comme des confettis de la nature. Dans l'appartement en rez-de-jardin sur Marlborough Street, Nathaniel était assis à son bureau, tapant les derniers mots de son roman alors que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres en bail. La couverture jaune avait trouvé son foyer final, accroché au mur de leur chambre, un témoignage de la façon dont l'amour pouvait relier le temps, l'espace et la perte. Certaines histoires se terminent là où elles commencent, avec deux personnes qui se trouvent l'une l'autre dans une pièce bondée, avec la sagesse d'une grand-mère, avec le dernier souhait d'une sœur pour que son frère vive vraiment. C'était une telle histoire. Il s'assit,
sentant le poids de l'achèvement s'installer sur lui. Le manuscrit s'était déversé de lui au cours des 3 derniers mois, comme si Amelia, Clara et Eleanor avaient guidé ses doigts sur le clavier. Devant son bureau, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Nathaniel, la voix d'Eleanor appela, « Tu es prêt ?» Aujourd'hui, c'était le jour du déménagement, pas pour eux, mais pour Clara. Après de longues discussions et planifications, elle avait décidé de vendre la maison victorienne jaune à Winchester et de déménager à Boston. Le jardin deviendrait un espace commémoratif public, entretenu par une fondation locale, garantissant que sa présence apaisante continuerait de toucher des vies. « Je viens de finir », répondit Nathaniel, sauvegardant le document et sortant de son bureau. Eleanor se tenait dans leur salon, l'air radieux dans une robe de printemps, ses boucles naturelles couronnées d'un foulard coloré, un style qu'elle avait adopté après que Clara ait mentionné que cela lui rappelait sa propre mère. Le roman ? Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Vraiment fini ? Nathaniel hocha la tête, la serrant dans ses bras. Vraiment fini. Tout ce qu'il a besoin maintenant, c'est de l'approbation de Clara. Elle va adorer, l'assura Eleanor, l'embrassant doucement. Mais pour l'instant, nous devons aller à l'aéroport. Son vol atterrit dans 1 heure. Le trajet jusqu'à Logan fut rempli de conversations excitées à propos de l'arrivée imminente de Clara. Il lui avait trouvé un appartement parfait dans une communauté de vie pour seniors, à seulement 3 pâtés de maison de chez eux, assez près pour des visites quotidiennes, mais assez indépendant pour qu'elle maintienne son autonomie. Daniel a appelé ce matin. Eleanor mentionna alors qu'il se garait, « Il s'attribue toujours le mérite de tout ça, tu sais. » Nathaniel rit. « Eh bien, il nous a bien arrangé ce rendez-vous à l'aveugle du Nouvel An. » C'est vrai, mais je ne pense pas que même Daniel aurait pu prévoir à quel point tout allait se dérouler parfaitement. Ils se dirigèrent vers la zone d'arrivée, trouvant que le vol de Clara avait déjà atterri. Quand elle sortit par les portes de sécurité, elle avait exactement la même allure que ce premier jour à Winchester, majestueuse dans une robe violette, les cheveux argentés élégamment enveloppés, et un sourire entendu qui suggérait qu'elle avait vu ce moment arriver depuis le début. « Mes enfants !» s'exclama-t-elle, les serrant tous les deux en même temps. Prêt à commencer notre nouveau chapitre ? Le trajet jusqu'au nouvel appartement de Clara fut rempli de joie et de plans. Elle avait déjà expédié la plupart de ses affaires à l'avance, et l'endroit était entièrement meublé, n'attendant que ses touches personnelles pour le rendre chez elle. « Avant de nous y rendre, » dit Clara depuis la banquette arrière, « je dois faire un arrêt. » Nathaniel croisa son regard dans le rétroviseur, comprenant immédiatement, le jardin. « Notre jardin, » corrigea doucement Clara. « J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux. » Ils se garèrent devant leur appartement, et Clara les mena à travers le petit portail dans leur espace extérieur en rez-de-jardin. Au cours des derniers mois, ils l'avaient transformé avec des roses, des herbes et un petit banc rappelant celui de Winchester. Clara sortit une enveloppe de son sac à main. « J'ai reçu ceci hier, » dit-elle, la tendant à Nathaniel, de la Winchester Historical Society. À l'intérieur se trouvait une lettre confirmant que le jardin de la maison jaune victorienne avait été officiellement désigné comme le jardin commémoratif Amelia et Julian, ainsi qu'une photo de la nouvelle plaque qui marquerait son entrée. « C'est toi qui as fait ça » murmura Eleanor, les larmes aux yeux. « Nous l'avons tous fait » répondit Clara, en nous aimant les uns les autres, en guérissant ensemble, en comprenant que chaque fin peut devenir un commencement, si nous sommes assez courageux pour le permettre. Nathaniel s'assit sur leur banc de jardin, submergé par l'émotion. Eleanor s'installa à côté de lui, et Clara prit sa place de l'autre côté. « J'ai aussi quelque chose pour vous, » dit Nathaniel, sortant une copie imprimée de son manuscrit. « Le premier exemplaire, je veux que vous le lisiez tous les deux avant n'importe qui d'autre. » Clara prit le manuscrit avec respect, passant ses doigts sur la page de titre, la couverture jaune. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « quand j'ai fait cette couverture il y a 40 ans, je n'ai jamais imaginé le voyage qu'elle ferait, comment elle relierait des vies, guérirait des cœurs, rassemblerait des familles. Comme ce jardin, » ajouta Eleanor, regardant autour de leur petit mais florissant espace, un morceau de Winchester et de Boston. Plus que ça, corrigea Clara, un nouvel endroit pour de nouveaux souvenirs. En parlant de quoi, elle plongea à nouveau dans son sac à main, en sortant une petite boîte. « J'ai aussi quelque chose pour vous. » À l'intérieur se trouvait une clé, sur un porte-clés matelassé fait à la main, de mon appartement, expliqua Clara, pour quand le bébé arrivera. Nathaniel et Eleanor échangèrent des regards surpris. « Clara, » dit Eleanor avec prudence, « nous n'avons encore rien dit à personne. »« Comment as-tu mon enfant »
je te prie. Clara rit. J'ai su au moment où tu es passé du café au thé la semaine dernière. Une grand-mère sait ces choses. Nathaniel serra Eleanor plus près, sa main se déplaçant instinctivement pour se poser sur son ventre encore plat. Il n'avait confirmé la grossesse que 2 jours auparavant, prévoyant de l'annoncer une fois que Clara serait installée. Amelia serait si heureuse, dit doucement Clara, posant sa main sur les leurs. Une nouvelle vie, une nouvelle histoire qui commence. C'est ce qu'elle voulait dire quand elle t'a dit de continuer à vivre, Nathaniel. C'est ce que Julien aurait voulu pour toi. L'amour d'Eleanor qui fleurit à nouveau, la famille qui grandit plus forte. La brise de printemps portait le parfum des roses à travers leur petit jardin, et quelque part au loin, les cloches de l'église commencèrent à sonner. Nathaniel regarda ces 2 femmes extraordinaires, sa future femme et la grand-mère qui avait aidé à guérir son cœur, et se sentit complet d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Le 2e prénom du bébé, dit-il soudainement. Si c'est une fille, qu'est-ce que vous pensez de Clara, Amelia Clara? Ou Julien, Clara pour un garçon, ajouta doucement Eleanor. Les yeux de Clara se remplirent de larmes de joie. Je pense, dit-elle, les serrant tous les 2 près d'elle, que l'amour a une manière de boucler la boucle, et que ce cercle, cette famille que nous avons construite est plus beau que n'importe lequel d'entre nous aurait pu l'imaginer. Ils s'assirent ensemble dans leur jardin, 3 générations connectées par la perte et l'amour, regardant le soleil du printemps peindre tout en teintes de possibilités. La couverture jaune était accrochée à leur fenêtre de chambre au-dessus, captant la lumière et projetant des ombres dorées sur leur petit sanctuaire. Certaines histoires, réalisa Nathaniel, ne se terminent pas vraiment. Elles se transforment simplement, comme les saisons qui changent, comme l'amour qui grandit, comme la vie elle-même, toujours en mouvement, toujours en renouvellement, trouvant toujours de nouvelles façons de s'épanouir. Leur histoire avait commencé avec un rendez-vous à l'aveugle le soir du Nouvel An, mais elle continuerait à travers leur enfant, à travers la sagesse de Clara, à travers les jardins de Winchester et de Boston, à travers tous les moments de joie et de défis qui les attendaient. Et quelque part, il en était certain, Amelia souriait, sachant que son dernier souhait avait été exaucé d'une manière plus merveilleuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Son frère ne faisait pas qu'exister, il aimait, grandissait, guérissait et construisait un avenir rempli du genre de connexion qui transcende le temps et l'espace. Vraiment vivre, en effet.